Le clou fémoral proximal d'antirotation, appelé PFNA, est un implant intramédulaire pour le traitement des fractures fémorales trochantériennes instables. Nous présentons les étapes principales de l'enclouage intramédulaire avec le PFNA. Il existe 4 tailles de PFNA. Une version longue, une version standard, une petite version et une très petite version. Pour cet exercice, on utilise le petit PFNA. Le PFNA est un clou cannelé. La courbure latérale de 6 degrés du tiers supérieur facilite son introduction dans le fémur. On insère la lame hélicoïdale du PFNA dans la tête du fémur à travers un trou dans la partie proximale du clou. La forme de la lame compacte l'os spongieux dans la tête fémorale pour assurer la solidité de l'ancrage, particulièrement dans un os ostéoporotique. Le trou distal du clou permet la fixation par un verrouillage distal, statique ou dynamique. Dans cette démonstration, on montre le verrouillage distal statique. Les objectifs de cet exercice sont de mieux comprendre les indications cliniques, la planification préopératoire, l'ouverture de la diaphyse fémorale, l'introduction du clou et de la lame, le verrouillage distal et le retrait de l'implant. Les fractures trochantériennes instables sont les fractures de type 3-1, A2 et A3 de la classification AO. Le traitement de ces fractures avec un implant intramédulaire permet la mise en charge totale immédiate post-opératoire. Le PFNA étant disponible pour des angles cervico-diaphysaires différents, on choisit l'angle approprié en préopératoire. On prend un cliché de face du membre inférieur sain. On détermine l'angle cervico-diaphysaire du côté sain grâce à un goniomètre ou une feuille de planification préopératoire appliquée sur la radiographie de face. Le PFNA à angle cervico-diaphysaire le plus approprié sera dans la plupart des cas de 130 degrés. Cet angle est utilisé dans cet exercice. On détermine le diamètre distal du PFNA en plaçant la règle radiographique au-dessus de l'isthme sur une radiographie de face de la diaphyse fémorale ipsilatérale. Si le canal intramédulaire est trop étroit, on sélectionne un diamètre de PFNA plus petit ou on alaise le canal d'un diamètre d'au moins 1 mm plus large que le diamètre du PFNA prévu. Bien que ce type de chirurgie puisse être réalisé sur une table normale, on utilise généralement une table orthopédique. Le patient est légèrement basculé en décubitus latéral opposé pour faciliter l'accès à l'extrémité du trochanter. On peut s'aider d'un amplificateur de brillance. On doit le positionner de façon à avoir de bonnes vues de face et de profil de la zone fémorale proximale et de la tête du fémur. Il faut vérifier la réduction fermée sur l'amplificateur de brillance dans les deux plans. On commence par tirer la jambe selon son axe longitudinal pour dissocier les fragments. Lorsque l'allongement est rétabli, on impose une rotation interne pour rétablir l'anatomie normale, à vérifier de face et de profil. Pour l'introduction du clou, on fait une incision d'environ 5 cm de long. L'incision commence proximalement de 2 à 6 cm par rapport à l'extrémité du grand trochanter dans le prolongement de l'axe longitudinal de la diaphyse fémorale de profil. Sur la vue latérale, ce point doit être aligné sur l'axe central du col du fémur. L'ouverture pour le PFNA doit être réalisée à la main. On utilise donc le mandrin universel avec poignée en T, le trocard de 3,2 mm, le guide mèche 17,0 3,2 mm, la douille protectrice 20,0 17,0 mm et la mèche cannelée de 17 mm à buter pour éviter de forer trop loin.
On insère la broche conductrice de 3,2 mm montée dans le mandrin universel avec poignée en T, dans l'extrémité du grand trochanter, ou légèrement latéralement à celui-ci, avec un angle de 6 degrés par rapport à l'axe longitudinal de la diaphyse fémorale sur la radiographie de face. On insère la broche conductrice dans la cavité médulaire à 15 cm de profondeur. Sur la vue de profil, la broche conductrice doit être droite et au centre de la cavité médulaire. Toute autre position placerait le PFNA soit trop vers l'avant, soit trop vers l'arrière, ce qui entraverait l'introduction fluide du clou et empêcherait la lame d'être correctement positionnée dans le col du fémur. Chez les jeunes patients ayant des os particulièrement durs, le moteur à air comprimé est parfois nécessaire. D'abord, on glisse la douille protectrice et le guide-mèche sur la broche conductrice. Puis on retire le guide-mèche. On guide la mèche cannelée de 17 mm à travers la douille protectrice au-delà de la broche conductrice. On fore délicatement l'os, soit manuellement avec le mandrin universel à poignée en T, soit avec un moteur. Pour éviter la dislocation des fragments, on évite les mouvements latéraux ou les forces de compression excessives. On retire la douille protectrice et la broche conductrice. D'abord, on monte le clou sur l'arceau d'enclouage. On guide la vis de connexion à travers l'arceau d'enclouage et on fixe le clou approprié à l'arceau d'enclouage en utilisant la clé hexagonale à poignée en T. La connexion entre le clou et l'arceau d'enclouage doit être serrée pour éviter les déviations lorsqu'on insère la lame du PFNA à travers l'arceau d'enclouage. On l'introduit délicatement à la main dans l'ouverture fémorale avec ou sans la broche conductrice. Une manipulation délicate à la main aide à insérer le clou. On utilise l'amplificateur de brillance pour vérifier l'insertion du PFNA. Si nécessaire, on peut céder de légers coups de marteau sur la plaque de garde de l'arceau d'enclouage. Pour faciliter la détermination de la bonne position du clou, une broche de Kirchner est positionnée antérieurement au niveau du col du fémur et indique la position désirée de la broche conductrice pour la lame hélicoïdale. La bonne position du clou est atteinte dès que la broche de Kirchner se trouve dans le centre du trou pour la lame hélicoïdale dans la partie supérieure du clou. On monte le viseur sur l'arceau d'enclouage. Les codes couleurs sur le viseur correspondent à ceux des instruments d'insertion appropriés et des implants. Ici, on utilise les instruments de couleur or. L'écrou de soutien, la douille protectrice 16,0 11,0 mm, le guide-mèche 11,0 3,2 mm et le trocard de 3,2 mm. On enfile l'écrou de soutien sur la douille protectrice. La marque Lateral Side doit être en face de la tête de la douille. On insère l'écrou de soutien jusqu'à la marque noire. On insère le guide-mèche et le trocard à travers la douille protectrice. On enfonce l'ensemble de l'assemblage de la douille à travers le clou de 130 degrés dans le viseur jusqu'à ce qu'il se clique sur le viseur. Le clic de sécurité est la garantie de la bonne position de la lame du PFNA. On fait avancer la douille protectrice jusqu'à la corticale latérale en tournant l'écrou de soutien dans le sens des aiguilles d'une montre. On ne doit pas serrer trop fermement l'écrou de soutien afin de ne pas fausser la précision de l'arceau et de la douille. On prépare le passage de la douille protectrice en tournant le guide-mèche. Pendant toute l'implantation de la lame, l'assemblage de la douille doit être en contact avec l'os. Ceci doit être contrôlé sur l'amplificateur de brillance afin de vérifier que le guide-mèche soit bien en contact avec la corticale latérale. On retire le trocard. À travers le guide-mèche, on introduit une nouvelle broche conductrice de 3,2 mm dans l'os. On vérifie la direction et la position de la broche conductrice de face et de profil sur l'amplificateur de brillance. Sur la vue de face, on doit voir la broche conductrice dans la moitié inférieure du col du fémur. Sur la vue de profil,
la broche conductrice doit être au centre du col du fémur. On insère la broche conductrice en sous-chondral dans la tête fémorale jusqu'à 5 mm au moins de l'articulation. On mesure la longueur de la broche conductrice en utilisant la jauge de profondeur. L'extrémité de la lame doit être dans l'os sous-chondral à environ 10 à 15 mm de l'articulation. On soustrait donc environ 10 mm de la longueur mesurée pour avoir la longueur nécessaire pour la lame. Les instruments utilisés pour l'insertion de la lame du PFNA sont la douille de serrage, la mèche cannelée de 11 mm et la mèche graduée cannelée de 11 mm. On retire délicatement le guide-mèche sans changer la position de la broche conductrice. La corticale latérale doit être ouverte séparément en utilisant la mèche cannelée de 11 mm. On glisse la mèche sur la broche conductrice. On continue le verrouillage jusqu'à la butée, puis on retire délicatement la mèche. On reporte la longueur de lame choisie sur la mèche graduée cannelée de 11 mm. On fait maintenant coulisser la mèche graduée cannelée sur la broche conductrice et le forage commence. La douille de serrage permet de ne pas forer plus loin que nécessaire. Chez les patients âgés, avec une qualité d'os altérée, il n'est pas forcément nécessaire d'utiliser la mèche graduée cannelée pour préparer l'insertion de la lame. On introduit l'extrémité hexagonale de l'instrument d'insertion dans la fente appropriée. La lame du PFNA est livrée en position verrouillée. Pour déverrouiller la lame et fixer l'instrument d'insertion, on tourne l'instrument d'insertion dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée. L'instrument d'insertion ne doit pas être serré trop fermement. Maintenant, la lame tourne librement. Cette rotation est essentielle pour l'implantation de la lame du PFNA. On introduit la lame connectée à l'instrument d'insertion sur la broche conductrice à travers la douille protectrice. En raison de sa forme, la lame du PFNA doit être alignée sur la douille protectrice lors de son insertion. On appuie en même temps sur le bouton de la douille protectrice. On introduit manuellement la lame aussi loin que possible dans la tête fémorale. Puis on l'enfonce jusqu'à la butée à l'aide de légers coups de masse. L'instrument d'insertion doit s'emboîter dans la douille protectrice avec un clic. Il ne faut pas forcer pour introduire la lame du PFNA. On contrôle la position de la lame dans les deux plans sur l'amplificateur de brillance. On verrouille maintenant la lame du PFNA en tournant l'instrument d'insertion dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée. On vérifie le verrouillage en cours d'opération sur l'amplificateur de brillance. La lame du PFNA est verrouillée si tous les interstices sont fermés. On appuie sur le bouton de la douille protectrice pour retirer l'instrument d'insertion. On retire la broche conductrice qui ne sera plus utilisée. On détache et on retire la douille protectrice et l'écrou de soutien en appuyant sur le bouton sur le manche du viseur. On dispose d'une option de verrouillage statique ou dynamique. Dans cette démonstration, on montre le verrouillage distal statique. Les instruments nécessaires sont la douille protectrice 11,0-8,0 mm, le guide-mèche 8,0-4,0 mm, le trocard 4,0 mm, tous étant de couleur verte. Il nous faut également la mèche de 4,0 mm. Le verrouillage distal statique commence par une incision cutanée et par l'insertion jusqu'à l'os du guide-mèche à travers le trou de verrouillage statique du viseur. On retire le trocard et on utilise la mèche de 4,0 mm pour forer les deux corticales. On lit directement sur la marque de la mèche la longueur nécessaire pour le boulon de verrouillage. On retire le guide-mèche. Une alternative est de déterminer la longueur du boulon avec la jauge de profondeur pour boulon de verrouillage. On ajoute 2 à 4 mm à la longueur mesurée pour s'assurer que le boulon de verrouillage est fermement encastré dans la corticale opposée. On insère le boulon de verrouillage à travers la douille protectrice en utilisant le grand tournevis hexagonal. On retire la douille protectrice et le viseur. On utilise la clé hexagonale pour desserrer la vis de connexion
et on retire l'arceau d'enclouage. L'utilisation d'une vis d'obturation est optionnelle. On vérifie la position finale dans les deux plans. Pour retirer la lame du PFNA, le boulon de verrouillage et le PFNA lui-même, les instruments suivants sont nécessaires. La vis d'extraction pour la lame du PFNA, la masse de frappe, la barre conductrice pour le PFNA, la clé coudée et le grand tournevis hexagonal. Après avoir repris l'ancienne cicatrice, on localise la lame du PFNA par palpation ou sur le moniteur. On insère la vis d'extraction en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans la lame du PFNA. Ceci défait le mécanisme de verrouillage. De petits coups de masse aident à extraire la lame du PFNA. Si besoin, on retire la vis d'obturation. Afin de prévenir la rotation du PFNA dans l'os, on ne retire le boulon de verrouillage qu'après avoir attaché la barre conductrice sur le PFNA et serré avec la clé coudée. On utilise alors le grand tournevis hexagonal pour retirer le boulon de verrouillage distal. La douille pincette peut aider à retirer le boulon de verrouillage. On attache la masse de frappe à la barre conductrice. De légers coups de masse aident à extraire le PFNA du fémur. Cette présentation nous a démontré les étapes principales de l'enclouage intramédulaire avec le PFNA. Les indications cliniques, la planification préopératoire, l'ouverture de la diaphyse fémorale, l'insertion du clou et de la lame, le verrouillage distal et le retrait de l'implant.